Imaginez que vous êtes au cinéma. Ce sont les propos de Truffaut vantant la modernité, la liberté de Guitry et de Pagnol qui m'attirèrent vers l'œuvre de ces deux cinéastes que la critique dans son ensemble méprisait. Le cinéma, au fond, est une invention comme l'imprimerie, et donc c'est un véhicule, c'est bien comme ça que l'a vu Guitry. Par ce côté-là, il s'apparente à Pagnol, il a vu le côté enregistrement de la chose. Pagnol a compris dès le parlant, alors que des grands cinéastes comme René Clair ou Chaplin étaient réticents, avaient l'impression que le cinéma parlant ne serait plus un art. Eh bien, Guitry, comme Pagnol, a vu que c'était simplement un changement de véhicule et que ce nouveau véhicule leur convenait mieux à tous les deux. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Au revoir. C'est Marcel Lucien qui en a gravé les images, assisté par Raymond Cluny, tandis que Paul Duverger en imprimait les sons, isolé dans sa cabine, comme en plongée. On ressassait que c'était juste du théâtre mis en conserve, jugement hâtif et faux. Dites-moi donc, Émile. Émile. Monsieur? Comment vous appelez-vous? Théophile, monsieur. Ah, Théophile. Je vous ai appelé Émile parce que c'était le nom du maître d'hôtel que j'avais avant. Et que monsieur ne s'excuse pas. D'abord, certaines pièces filmées restent extrêmement divertissantes, avec des dialogues éblouissants qui passent formidablement bien à l'écran. Et une interprétation paradoxalement moins théâtrale que dans beaucoup de films contemporains. J'éprouve un grand faible pour le jeu de Guitry, pour la manière dont il casse une diction parfaite, voire une certaine emphase, avec des répliques soldées, quotidiennes, qui surgissent comme à l'improviste. Est-ce que... Comment? Est-ce que monsieur aime Gaston? Quel Gaston? Non, le nom de Gaston. Ah, le nom, pardon, ah, non, c'était le nom de mon père. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a les parents, il y a les amis intimes. C'est pour ça que je me tire abattu sur Théophile, parce qu'avec celui-là, on est à peu près tranquille. En effet, oui. Enfin, que monsieur en trouve un qui lui plaise. Hein. Ce que je demande est très agréable. Vous êtes bien aimable, je vous remercie. Oui. Est-ce que monsieur a un André dans sa famille? Attendez donc, non, pas encore. Puis alors André? Allez, pas pour André. Seulement que monsieur soit indulgent pendant les premiers jours, qu'il ne répond pas tout de suite. Je n'aurais qu'à vous sonner. C'est vrai. Voilà. Pendant ce temps, puis je me permets de demander à monsieur si monsieur est content de moi. Oui, mon ami, très content. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que moi, je suis très content de monsieur et de madame. Ah oui. Bizarrement, aujourd'hui, s'il y a une analogie que je trouve avec un cinéaste contemporain, c'est Tarantino. Parce que Tarantino, de la même manière, est un cinéaste du verbe, et où on a l'impression tout le temps que l'histoire se raconte, progresse à travers les mots. C'est comme si l'inconscient parlait, et que l'inconscient révèle des choses à travers les mots, et que les mots, du coup, permettent de poursuivre le récit. Dites-moi, donnez-moi donc mon déjeuner ici tout de suite. Bien, monsieur. Toujours ce fruit dont je ne sais pas le nom. Apprenez-le, mon ami, apprenez-le. Grapefruit. Je vais l'écrire. Je ne sais pas comment, mais je vais l'écrire. Ça doit s'écrire... Ça s'écrit P-A-M, P-L-E-M-O-U-2-S. Il y a aussi Désiré, et notamment toutes les scènes qui opposent Guitry et la merveilleuse Jacqueline de Lubac, actrice rare elle aussi. C'est que, précisément, je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de me trouver un valet de chambre et qui en a arrêté un pour moi ce soir. Alors, me voilà dans une situation très ennuyeuse vis-à-vis de vous. Mais pourquoi donc, madame, pourquoi donc? Si madame a réfléchi et qu'elle préfère ne pas me garder à son service, que madame me le dise franchement, puis c'est pas la peine que madame me dise autre chose que la vérité. Comment, mais... Oh, probablement que madame vient de téléphoner à mon ancienne patronne qui lui a sans doute déconseillé de me prendre à son service. Oh, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh,
si je me permettais, je dirais à madame que madame ne sait pas très bien mentir. Et pourtant, ce serait me rendre service que de me le dire franchement. Parce que n'est-ce pas, si cette dame doit continuer à me faire du tort comme ça, moi j'aurais tout intérêt à ne pas me servir de son certificat. Madame, n'est-ce pas, naturellement, son certificat est excellent. Et quand on lui demande des renseignements de vive voix, elle les donne mauvais. Voyons, c'est pas bien ça. Guitry est génial à cause de la vitesse. Dans les années 30, le cinéma, y compris en particulier souvent le cinéma américain d'ailleurs, il est tellement plombé, c'est tellement, ça sacralise tellement le dialogue, etc. Tout ça est fait pour être articulé, audible, étiré, etc. Chez Guitry, ça part à une vitesse de fusée, on a l'impression qu'il est dans une espèce de course à pied constante et la drôlerie est là-dedans. Moi, je me disais, Désiré, mon ami, si tu ne dois plus avoir envie que de tes patronnes, tu es un homme perdu. Mais madame, imaginez ça, un domestique, un homme qui a 2 ou 3 raisons de se considérer encore comme un homme assez jeune et qui n'est plus attiré que par des dames qui sont ses maîtresses, mais dont il ne peut pas être l'amant. Oh, madame, il faut avoir son métier dans le sang pour comprendre que ma situation va être tragique, car je l'aime, mon métier, madame, je l'adore, j'en suis fou. J'entendais l'autre jour monsieur qui parlait, madame, de la volupté de commander. Je ne dis pas le contraire, mais si madame pouvait savoir ce que c'est que la volupté d'obéir, servir, madame, mais c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté, allumer le feu, fermer la porte, ouvrir la fenêtre. Toutes ces idées-là, c'est les autres qui les ont. Et alors quand en plus c'est une voix de femme qui vous commande, surtout un peu durement, ça c'est une sensation délicieuse. Ce que j'ai pu envier les esclaves, moi. Il essaye de faire passer clandestinement, grâce à la vitesse, des choses qui sans doute ne passeraient pas si elles étaient posées, etc. Et donc il y a un côté justement dans son rapport à la société bourgeoise, aux conventions du théâtre, aux conventions de la dramaturgie, il y a l'idée qu'il est plus intelligent, il a plus d'esprit, il va plus vite et donc il peut dépasser tout le monde. Et que d'une certaine façon, le temps qu'ils aient compris ce qui s'est passé, ce qu'il a dit, etc., lui, il est déjà loin devant. Tu as rendez-vous avec une danseuse? Oh, Dieu m'en préserve, non. Je dis l'opéra pour le quartier de l'opéra. Ce rendez-vous se trouve à côté de l'opéra. Chez le marchand de nouilles, en face? Et non, pas chez le marchand de nouilles. Alors où as-tu rendez-vous? Eh bien, j'ai rendez-vous un peu plus haut à gauche. Dis-moi où? Oh, mais qu'est-ce que ça peut te faire, voyons? Qu'est-ce que ça peut te faire de me le dire? J'ai rendez-vous devant la banque sud-américaine. Avec qui? Ben, avec l'Américain du Sud, parbleu. Comment s'appelle-t-il? Comment il s'appelle? Ah oui, il a un nom, cet homme-là. Ah ben, je crois bien, il en a même 3. Mais il s'appelle, c'est simple, il s'appelle... Comment? Mais attends, je ne l'ai pas encore dit. Il s'appelle tout bonnement Lopez Quita de la Nanane. Quoi? Ah ben c'est comme ça, moi j'y peux rien, hein. Guitry fut souvent un innovateur, un révolutionnaire. Vous allez voir revivre un instant sous vos yeux 12 admirables Français qui furent mes amis intimes et qui, hélas, ne sont plus de ce monde. À tout seigneur, tout honneur. Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui, depuis sa mort, est le musée Rodin. Cet homme de théâtre, plus visionnaire que tous les cinéastes d'alors, fut le seul qui eut l'idée très tôt, en 1914, de prendre une caméra pour filmer les artistes qu'il admirait, nous livrant des images uniques, inoubliables, de Rodin, Saint-Saëns. Permettez-moi de vous faire observer que vous regardez en ce moment une chose que vous ne voyez jamais, c'est-à-dire un chef d'orchestre de face. Il nous tourne toujours le dos, et c'est vraiment dommage. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un après-midi, vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Voici Auguste Renoir. Et là, vous les voyez, ces pauvres mains déformées par le mal. L'enfant qui se trouve auprès de lui est son plus jeune fils. Et c'est aujourd'hui Jean Renoir, le cinéaste bien connu. Et voici son portrait, d'ailleurs, quand il avait 6 ans. Admirable tableau de son illustre père que j'ai toujours sous les yeux. Il a des idées visuelles stupéfiantes, comme cette promenade dans le Paris occupé, privé de lumière, où il ne filme que les pieds des personnages éclairés par une lampe de poche. C'est amusant, ce petit cercle de lumière dans lequel nous posons nos pas, et
qui nous accompagne. Guitry n'était jamais prisonnier d'une intrigue. Essayez un peu de résumer ses films, d'en donner un pitch. Il semblait les construire librement au fur et à mesure des réactions des personnages, et on a l'impression qu'il ajoutait des scènes, comme par exemple cette discussion dans une cuisine, juste pour le plaisir de filmer Arletty et Pauline Carton. Et en plus, il voudrait qu'on les aime. De quoi il parlait quand t'es rentré? De quoi il parlait? De nous, tiens. De quoi veux-tu qu'il parle? À n'importe quel moment qu'on entre chez les patrons, ils parlent toujours de nous. Quand nous entrons et qu'ils se taisent, c'est qu'ils étaient en train d'en dire du mal. Quand ils continuent, c'est qu'ils veulent nous faire savoir quelque chose. Ils font alors ceux qui ne se sont pas aperçus que nous étions entrés et nous envoient des boniments comme... Paraît que Madame Luntel a trouvé une femme de chambre merveilleuse et qu'elle ne lui donne que 600 francs par mois. Ou bien, moi, les gens qui me volent, je ne les garde pas 24 heures. Ça fait ma 9e place ici. Et je peux dire sans mentir que j'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent ou de domestique. Ou alors il développait des monologues extraordinaires, profession de foi personnelle, décapante et fort peu politiquement correcte. Si j'étais le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais des individus qui ont 700 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi. Ah. Oui, le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Alors si on te propose alors commencer ta vie, eh bien. Tu accepterais? Ah oui. Et tu recommencerais? 20 fois. Oh mon Dieu, tu ferais les mêmes choses? Ah non. Ah non, qu'est-ce que tu ferais? Rien. Ah. Je ferais rien du tout pour être sûr de ne pas faire du mal. Comme le destin n'a cru devoir me donner ni un cerveau créateur, ni une âme d'apôtre, je ne ferais rien du tout. Je me contenterais d'admirer les actions des autres, et je vivrais pour moi, pour mon plaisir, sans m'occuper de personne. Mais c'est abominable ce que tu dis là. Mais tu n'as qu'à faire le contraire si tu trouves ça abominable. Et l'idée de faire du bien autour de toi ne te viendrait pas, non? Si, peut-être. Je ne sais pas. Oui. Je ferai ce que je voudrais, ce que j'aurais envie de faire. Quand il adapte ses pièces, il pouvait tout à coup montrer des extérieurs, non pour les aérer, mais plutôt pour introduire quelques gags supplémentaires, comme cette statue de Jeanne d'Arc dans le Nouveau Testament. Ça arrive souvent. Pardon? Non, je dis que ça arrive souvent avec Jeanne d'Arc. On croit qu'il y en a qu'une. On se donne rendez-vous devant, et une fois qu'on y est, on se demande si on est pas la bonne. Ouais, mais quand on a vu les deux, on est tranquillisés. Tranquillisés? Et bien, et celle qui est boulevard Saint-Marcel. Mais il y en a une troisième? Oui, monsieur. On a un chien, allons-y. Ou bien un prologue acerbe, comme dans Faisons un rêve. Mais naturellement, parbleu, c'est adorable une jolie femme, seulement voilà. Ne l'aime-t-on pas de moins en moins? Puisqu'à mesure que les années passent, elle devient de moins en moins jolie. Tandis que quand on a la chance d'aimer une femme laide, eh ben je crois qu'on doit l'aimer de plus en plus, puisqu'elle devient de plus en plus laide avec le temps. Eh bien moi, voyez-vous, ce qui m'ennuierait le plus, c'est d'être trompé par une femme qui ne serait plus très bien physiquement. Oui, ça m'ennuierait, parce que son amant serait comme ça, de quoi je me contentais la veille encore. Oui, oui. Eh bien, laide ou jolie, moi, j'ai une opinion très nette sur la question. Et la plus grande saleté qu'on puisse faire à un homme qui vous a pris votre femme, c'est de la lui laisser. Ces génériques étaient souvent drôlatiques. Jean de Bucourt et Jacques Varenne et Jean de Bucourt. Vous jouez si bien la comédie, Jacques Varenne, qu'on croirait que vous êtes à la Comédie Française. Et vous la jouez si bien de Bucourt qu'on croirait que vous n'y êtes pas. Jeanne Fusier-Gire. Jean? Malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à imaginer une pièce ou un film dont je serai l'auteur, dont tu ne serais pas l'interprète. C'est comme ça, c'est comme ça. Puis j'ai la joie de te présenter ton fils, François Gire, qui est mon assistant. Enchanté, monsieur, enchanté. Ad vitam aeternam. Quant à vous, Madame Revert, vous avez créé Craingbille avec mon père. Oui, mais... C'est pour cela aussi que je vous ai confié le principal rôle féminin de mon film. Et c'est pour cela aussi que vous l'avez joué si bien.
La Poison est un des films les plus personnels, les plus percutants de Guitry, aussi bien dans l'interprétation mémorable de Michel Simon que dans l'extraordinaire composition de Germaine Revers. J'avoue adorer certains détails, comme par exemple cette émission de radio que n'écoutent pas les personnages et qui a un générique qui est digne de Pierre Dac. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre maintenant en première audition une comédie dramatique inédite en un acte de messieurs Jean-Michel Vinclair et Paul-Henri Marchepied, interprété par Anne-Marie Métavie et Jean-Victor Cabanel, mise en onde par Albert-Léon Fromageau, bruiteur Louis-Alphonse Raphaël, script girl Jeanne-Patricia Nebraco, régisseur général Patrick-Antoine Decour. Ce pamphlet anarchiste, amoral, renverse l'ordre des choses et les règles de la société. C'est avant de commettre son crime que Michel Simon va consulter un avocat. Sans aller jusqu'à la légitime défense, vous êtes-vous jamais senti menacé par elle? Ah oui. Elle me disait souvent, est-ce que tu ne crèveras donc jamais? Bon, ça... Ah, c'est tout de même pas des choses à dire. Non, certes, mais c'est plutôt un espoir qu'une menace. Un geste aurait plus d'éloquence. Une soupière, ça vous irait? Une soupière? Une soupière grosse comme ça qu'elle m'aurait jeté à la tête. Mais l'a-t-elle fait? Oui! Il y a longtemps? Hier au soir. Ah ben c'est bien, ça, c'est très bien. Juste une seconde là, avant qu'elle reçoive son coup de couteau. Donc réflexe? Ou mieux encore, défense? Oui. Vous vous êtes saisi du couteau parce qu'elle vous menaçait de vous lancer la soupière. Et comme la table nous séparait... En se penchant pour vous lancer la soupière, elle s'est pour ainsi dire embrochée d'elle-même. Oui, voilà. Oh, c'est amusant, hein? Qu'est-ce qui est amusant? Votre façon de reconstituer la scène. Oh, ce que c'est que l'expérience tout de même. Oh, et... Oh là là! Comme l'écrivait mon ami le poète Yves Martin, La Poison appelle un espoir, qu'on reconnaisse l'aventure intellectuelle de Guitry comme l'une des plus authentiques de notre temps. Après n'avoir regardé que le chapeau du mage, on découvrira avec étonnement son visage, son regard un peu triste, certes, mais déjà prêt au sourire. Liberté narrative dans le roman d'un tricheur, où l'on a l'impression d'entendre les personnages parler, alors qu'il ne s'agit que d'un long monologue de Guitry. La plus grosse des valises sur le lit. Voilà, celle-là. Oui, celle-là. Elle était de plus en plus énigmatique et elle s'amusait visiblement de ma surprise. De cette valise, elle sortait un phonographe. Mais... Chut. Viens. Qu'est-ce qu'elle allait faire avec ce phonographe? Chut. La voilà qui déménage maintenant. Liberté tout au long de Bonne Chance, le scénario original qui vagabonde dans une suite de parenthèses. Je l'estime 32 000. Moi, je le trouve inestimable. Il parle, n'est-ce pas? Oui, ne l'interrompez pas. Ah, quelle grâce, quelle force et quelle facture. Oui, sa facture, oui. C'est la seule chose qui nous divise. Eh bien, monsieur, c'est un chef-d'œuvre. Mais je souhaite que vous ne le vendiez pas. Non, car j'ai l'intention de venir lui rendre comme ça des petites visites de temps en temps. Au revoir, monsieur. Merci de votre intelligence. Pour voir? Ah, déjà. Ah non, je ça me semblait un peu prématuré, pardon. Champagne? Ah oui. Du champagne, du champagne, du champagne, voyons. Sec? Très sec. Très sec, du champagne extrêmement sec. Donnez-nous donc ça, tenez. Bon. Très bon. Pas trop bon. Bon. Voilà. Et maintenant, fermez les yeux.
Non, monsieur, peut-être tranquille, nous avons l'habitude. Je ne vous parle pas. Non, pardon, monsieur. Madame, excusez-moi. Comme cette scène sur la route filmée en caméra subjective. Quand je ne vais pas plus vite que ça en conduisant, ça ne vous donne pas l'impression d'être au cinéma? Si, c'est très juste. N'est-ce pas? Et savez-vous comment les gens de cinéma s'y prennent pour faire ça? Non. Eh bien, il paraît qu'ils mettent tout simplement leur appareil dans la voiture. Est-ce possible? Oui, il paraît. Mais les paroles qu'on entend? Eh bien, on m'a dit les paroles qu'on les enregistrait ensuite au studio. C'est bien invraisemblable. D'ailleurs, je dois vous avouer franchement, je ne l'ai pas cru. Moment qui anticipe vraiment sur la nouvelle vague. Chérie! Ça y est? Ça y est! Nous avons toute la vie? Ah, mieux que ça, mieux que toute la vie. Mieux que toute la vie? Oui, nous avons 2 jours. Toujours Yves Martin. Guitry laisse toujours une place au rêve, qui n'est pas le contraire de la réalité, mais son royaume. On étonnerait pas mal de gens en affirmant que Guitry est un poète et l'un des plus modernes qui soit. Guitry nous entraîne tout naturellement du côté de Pagnol. Voilà 2 dramaturges qui semblent comprendre tout de suite ce que le cinéma peut leur apporter. Et la liberté de Guitry, on la retrouve évidemment chez Pagnol, dans Requin, Angèle, Manon des Sources. Ces rivières qui semblent grossir et zigzaguer au hasard de l'inspiration. Regardez le début de Requin. Vestige d'une Haute-Provence avant les ravages de l'argent et la spéculation immobilière. Ouais, Gobert, tu pars. Il faut bien. Je ne pars pas volontiers, tu sais. Parce que de quitter tout ça, ça me fait peine, là. Pagnol nous parle déjà de la désertification des campagnes. Regardez la séquence du départ de Delmont, la justesse du regard, de tous ces détails concrets. Pagnol savait parler du travail manuel et de la fierté qui allait avec. Pas fond de garce. Tu vas emporter ça, toi? Ah, ça oui, pourtant. Oh, elle n'est pas très lourde, hein? Ah, ben non, je veux dire, pour une enclume, elle n'est pas très lourde, hein? Et quand j'avais 60 ans, je pouvais encore la porter, tu sais. Seulement, je ne veux pas laisser ça comme ça, près d'une forge froide. Tu comprends? Oui, oui. Je l'avais acheté à la foire de Manosque le dernier jour de mon service militaire. C'est bête, pas vrai? C'est bête. Mais, qu'est-ce que tu veux? Quand on est vieux... Eh ben, on va essayer, hein? Oui. Écoutons la magnifique musique d'Arthur Honegger, Pagnol ayant eu l'idée très originale de faire appel à un symphoniste suisse pour évoquer ces paysages provençaux. Les films de Pagnol étaient distribués depuis Fanny par Léon Siritsky, aidé par ses fils Jo et Samy. C'étaient des exploitants célèbres qui, dans les années 60, lancèrent le Publicis avec le Kangourou Bon Accueil et la société Parafrance. Jo Siritsky nous avait raconté à Lyon que Pagnol ne parvenait pas à construire dans la montagne le village de Requin car il ne trouvait pas de source. Et Léon lui a dit « Laissez-moi essayer ». Il est parti dans la montagne avec un bâton de coudrier et 2 heures après, il est revenu en disant « J'ai trouvé un endroit ». Et sur cet endroit qu'a été construit le village de Requin. La source, elle est là. Un distributeur de films trouvait une source qui va permettre à un réalisateur de faire ce film. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette histoire d'extraordinairement symbolique et de tout à fait
émouvant. Eh bien, on va faire la pause ici, hein. Regarde, mes hommes, on a l'air moins abandonnés que les autres, hein. Il ne doit pas y avoir longtemps qu'ils sont partis, hein. Oh, l'homme! Oh, l'homme! Dans Angèle, autre chef-d'œuvre, je n'ai jamais oublié l'extraordinaire création de Fernandel, si tendre, si touchant. Mais si, c'est de ma faute. C'est toujours moi qui te disais, il te faut un monsieur de la ville. Oui, tu me l'as dit. Mais c'est tout de même pas toi qui m'as dit d'appeler les passants dans la rue. Ah non, ça je t'ai jamais dit. Mais écoute, ce qui t'arrive, voilà comment je me le comprends. Si on me disait brusquement, Angèle est tombée dans le fumier, j'irais, je te prendrais, je te laverais en bien m'appliquant. Je te passerais des bois d'allumettes sous les ongles, je te tremperais les cheveux dans l'eau de lavande pour que tu aies pas une paille, pas une tache, pas une ombre, rien. Je te ferais propre comme de l'eau. Qui contraste avec la dureté du ton des rapports avec le père. Je ne demande pas d'explication. Cet enfant, je ne le veux pas. Il n'est pas de chez nous. Si tu l'avais fait comme on doit le faire, ça serait été pour cette maison le plus beau cadeau du bon Dieu. Mais de la façon que tu l'as fait, c'est rien. C'est notre malheur qui respire. C'est une honte qui bouge et qui crie. Pagnol tournait en extérieur et en son direct. On vivait sur place, on mangeait sur place, dans les fermes, les villages qui avaient été construits spécialement pour le film. Et il avait repéré, un acteur, Blavette, avait remarqué que c'était un cuisinier formidable, et Blavette avait été chargé de faire la cuisine pour toute l'équipe. Un jour, Pagnol vient le trouver et lui dit « Il y a la fumée de ce que tu es en train de cuire qui arrive en plein dans la caméra. » Et Blavette lui dit « Mais je ne peux pas arrêter ça parce que sinon le mouton, le méchoui qu'on est en train de cuire, ça va être vraiment infâme. » Et Pagnol a dit oh, « Alors, pas de problème, je change la position de la caméra. » Voilà un peu comment était l'ambiance des tournages de Pagnol. Blavette, Pagnol l'avait rencontré pendant le tournage de Geoffroy. Geoffroy, c'est un de mes Pagnols préférés. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre et un film assez méconnu, tiré d'une très belle nouvelle de Jean Giono, Solitude de la pitié, avec une interprétation géniale de Vincent Scotto, le compositeur Vincent Scotto, qui n'était pas acteur, et qui joue ce paysan madré, rusé, têtu, qui va essayer de vendre son champ à Henri Poupon. Oui, je te vends mon verger de la Mossade. Le verger, mais pas la maison. Et toi, Barbe, le verger, mais pas la maison. Oui, c'est ça. Je te vends le verger, mais pas la maison. Ça n'est plus que du bois. Et pour lui interdire ensuite de toucher à ses arbres, avec une mauvaise foi têtue, illogique, aussi indéracinable que les oliviers qu'il veut protéger, et pourtant touchante, qui caractérise tant de personnages de Pagnol. C'est des Mathusalem, tes arbres. Des Mathusalem? Eh bien, c'est justement parce qu'ils sont vieux qu'il ne faut pas leur faire du mal. Mais je ne veux pas leur faire du mal, moi. Personne ne veut leur faire du mal. Personne ne veut leur faire du mal, mais tout le monde veut les arracher. Et pourquoi? Mais je vais vous le dire, moi, monsieur le curé. C'est parce qu'ils ne font plus de fruits. Ben, naturellement. C'est pas pour te faire de la peine que je veux les arracher. C'est parce qu'ils font plus de fruits. Mais si tu les aimes tant que ça, les fruits, tu peux pas t'en acheter chez l'épicier. Ça n'a pas de raison, ce que tu dis, Geoffroy. Des arbres qui n'ont pas fait un fruit depuis 20 ans. Depuis 20 ans, et après? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, parce que je ne peux plus avoir d'enfants, tu veux m'envoyer à la guillotine. Et monsieur le curé, parce qu'il n'a pas d'enfants, tu veux le refaire en deux avec la picosse? Oh, non, tout ça n'a pas de bon sens. Pourquoi tu veux pas que j'arrache les arbres? Et toi, grand malfaisant, pourquoi tu veux les arracher? Un soir que nous dînions avec quelques amis, je dis, eh bien, on va tourner Geoffroy de la Mosson et vous allez jouer les rôles principaux. Il n'y a aucun acteur à cette table. Il y a Vincent Scotto, le compositeur de musique. Je dis, eh bien, toi, tu vas jouer Geoffroy. D'ailleurs, tu as tous les talents d'un comédien, même dans la vie. Poupon, lui, était un écrivain de chansons, un parolier. C'est lui qui avait fait « Je sais que vous êtes jolie », entre autres. Il avait fait un grand nombre de chansons. Puis il y avait un fabricant de boîtes de conserve qui s'appelait Charles Blavette.
Il fabriquait des boîtes de conserve vides, bien entendu, avec d'énormes machines. On lui a dit, si tu peux parler, tu vas venir jouer le rôle de Tonin. Et puis il y avait un baryton de grand opéra, qui d'ailleurs ne chantait que dans de très petits opéras, qui s'appelait Tyran. Il a joué le curé. Et ainsi, ce film a été monté avec des amateurs. Il a été tourné dans les collines, dans le petit village de La Paye, au mois de novembre 1933. Pagnol traite sur un ton de comédie d'une liberté incroyable un certain nombre de sujets graves, l'attachement à la terre, le chantage au suicide, la pression de l'opinion publique. Il y a longtemps qu'il est mort. Je comprends, il sent déjà. Qu'est-ce qu'il sent déjà? C'est toi qui sens mauvais, cochon. Oh, je suis Marie-Joseph. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'en sais rien. Geoffroy, qu'est-ce que tu fais là? Je vais me faire écraser par les automobiles. Mais elles ne t'écraseront pas, les automobiles, elles te verront de loin. Eh bien, quand je les entendrai venir, je me ferai tellement plat, tellement mince, qu'elles ne me verront pas. C'était stupide, Geoffroy, ce que tu veux faire. Toi, Alphonse, ne discute pas mes plans. Tu en as le droit moins que personne. Bon, ça va, je discute pas. Seulement, je vais me mettre au bord de la route, moi, là-bas. Je vais les arrêter, les automobiles. Et je dirais, avancez doucement. Parce que sur la route, là-bas, il y a un vieux qui est méchant comme une gale et qui va se faire écraser pour me faire des misères. Maintenant, tu pourras rester là jusqu'à demain, si tu veux. Une quinzaine d'années après, on a découvert les vertus des extérieurs réels et des acteurs non professionnels. Et oui, on a découvert l'école néo-réaliste italienne, et on dirait peut-être que c'est moi qui l'ai fondée, si seulement j'étais italien. Et ce qui est le plus charmant, c'est que 22 ans après, Geoffroy a obtenu en Amérique le prix du meilleur film étranger de l'année. Les critiques pensaient que je venais de le faire. Et ils ont été d'ailleurs assez dépités quand ils ont appris que le film avait 22 ans. Autre chef-d'œuvre, Merlus, l'un des plus beaux Pagnol, sans le folklore auquel on réduit trop facilement l'auteur d'Angèle. Ici, point de canebière, de soleil, de garrigue, de grillon, point de terrasse de bistrot. L'action se déroule dans un collège aux murs défraîchis, dans un dortoir, des couloirs sinistres. On y parle de la solitude, de l'abandon, de la laideur qui fait peur, qui repousse. Et bien sûr, puisque c'est un conte de Noël, de la rédemption. Pagnol utilise de manière révolutionnaire des décors naturels. Il avait investi une école avec une équipe très légère. Et là, sans avoir l'air de rien, il réinvente le cinéma. Vous riez, monsieur. Ah, vous riez. Vous avez tort. Ceux qui me conspuent sans me connaître. Ils sont loin d'ici. Vous êtes ici, vous êtes des otages. Point non plus de vedette célèbre. C'est pas vous qui devriez rire, c'est moi. Merlus, c'est l'excellent, le remarquable Henri Poupon, généralement cantonné dans les seconds rôles et qui, comme Delmont ou Blavette, ou ici Rélis en homme de ménage, ne paraît jamais jouer. Monsieur le censeur vous demande. Il est l'évidence même. Mais pourquoi ont-ils peur de vous? Parce que j'ai peur d'eux. Alors je fais ma grosse voix, je la fais peut-être un peu trop grosse, parce que j'ai toujours peur d'être débordé, d'être noyé. C'est pour ça que chaque fois qu'il y en a un qui bronche ou qui parle, j'essaie de l'arrêter net en prenant un air de bête féroce. Parce que si je les laissais faire une minute, je ne pourrais plus les arrêter. Je n'aurais plus qu'à prendre mon chapeau et à m'en aller. Ils me croient féroce et s'ils me connaissaient, ils me pisseraient dans les poches. Mais pour moi, le film phare de Pagnol, que je revois sans cesse, reste Manon des Sources, sa plus grande réussite de l'après-guerre. C'est une œuvre qui semble avoir été créée en dehors de toute considération commerciale, pour le plaisir, celui de l'auteur et le nôtre. Vous voulez tuer votre avocat? Au contraire! La beauté, l'émotion, naît des méandres du récit, avec des parenthèses d'une cocasserie euphorisante. Par exemple, ce gendarme Bonasse, qui voulait être juge et à qui on demande de présider le tribunal qui va juger Manon. En somme, une sorte de procès. Oui, monsieur le brigadier me disait justement que c'était une vocation.
Naturellement, nous dirons que c'est une enquête qui a pour but de vérifier diverses rumeurs. Oui, nous ne dirons pas que c'est un procès, non. Mais en réalité, c'en est un. Monsieur le maire, vous serez le procureur de la République. Monsieur l'instituteur sera l'avocat. C'est ça. Allez-y, préparons le prétoire. Par exemple, le caméraman et l'opérateur n'avaient pas beaucoup le droit d'intervenir. Ils voulaient que ces comédiens soient libres. Mais ça n'avait aucune importance parce que quand on disait un tel est sorti du champ, on disait ça ne fait rien, on fera dans un autre angle. Vous comprenez, on chargeait une bobine de 300 mètres. Et on tournait tant qu'on avait de la pellicule, 300 mètres. Je suis très opposé au montage rapide. Si les acteurs n'ont pas le temps de se lancer dans une scène, ils ne peuvent pas être bons. Oui. Moi, j'ai toujours tourné au moins 3 minutes à la fois, 4 minutes souvent, quelquefois une bobine entière. Cette méthode, cette liberté de ton transfigure un acteur comme Rélis. Il faut le voir matois, rusé, ficelle, essayant de disculper Manon d'un vol de melons. Vous a-t-elle volé, oui ou non? C'est bien que planter des melons si loin dans la colline, c'est pas du travail sérieux. C'est évident. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que c'est pas des melons de paysans, on fait pas ça pour gagner de l'argent, c'est trop de travail et de temps perdu. Alors pourquoi le fait-on? Peut-être pour me tendre un piège. Je comprends pas. Vous les avez plantés pour me faire envie. Pour que je les vole. Je les ai plantés pour que tu les prennes. N'est-ce pas? J'ai très bien connu son père. Alors, quand j'ai vu que par la fatalité, elle et sa mère, elles habitaient dans une grotte et qu'elles n'avaient pas bien de quoi, pendant que moi, par la fatalité, j'étais bien installé dans cette ferme, alors moi, j'ai eu l'idée de faire ces melons et je me suis dit, ben, si elles en prennent, ben, tant mieux. Il est brave. Il lui avait donc donné l'autorisation de cueillir ces melons. C'est pas vrai. Il ne m'a jamais parlé depuis 2 ans. Je lui avais donné l'autorisation dans mon esprit. Dis, espèce d'imbécile, mais tu te rends compte pour qui tu nous fais passer? Toi, si tu fermes pas ta gueule, tu vas te recevoir le coup de pied au cul qui te casse la mâchoire. Et toi, occupe-toi de tes affaires. Mais comme souvent chez Pagnol, la jovialité, l'accent du Midi, cachent une réalité beaucoup plus noire. Manon des Sources, c'est l'histoire d'un crime, d'une famille qu'on a assassinée et d'une femme qui veut qu'on lui rende justice. Manon, personnage central de l'histoire, en détient la morale. Ce qui fait de ce film, influence de Jacqueline Pagnol, l'œuvre la plus féministe de son auteur. J'ai vu mon père au milieu des plantes. Il les touchait, et puis il regardait le ciel. Et puis il baissait la tête. Et à la fin, il s'est couché par terre. Il a mis la figure sur son bras. Il tremblait comme un oiseau dans un piège. Il pleurait parce que ses maïs étaient morts. Et sur la barre de cet esprit, il y avait un paysan appuyé sur sa pioche qui nous regardait. Il le savait peut-être, lui, que nous avions l'eau sous les pieds. Oui, il le savait. C'était moi. Quoi? Je n'ai jamais oublié la réaction déchirante de Blavette. J'avais qu'à descendre et au 4e coup de pioche, la source aurait sauté au ciel. Quelle belle journée je me serais faite. Hein. Mais pourquoi n'avez-vous pas crié? J'étais pas seul. Il y avait lui. Il coupait des fenouilles un peu plus haut. J'ai eu honte. Moi, je n'étais pas empêché d'y aller. Pourquoi n'y êtes-vous pas allé vous-même? Parce que je ne me mêle pas les affaires des autres. Il faut avoir le cœur pourri pour refuser de faire un miracle quand le bon Dieu vous le permet. Quelle belle journée je me serais faite. Hugolin, c'est un vrai salaud. Non, pas tout à fait. C'est un type qui est amoureux et qui n'est pas très intelligent. Et puis qui veut gagner de l'argent pour avoir sa bien-aimée. C'est pas tellement méchant, ça. Je n'ai jamais compris pourquoi Rélis ou Vincent Scotto n'étaient jamais ou si peu cités parmi les grandes interprétations dans le cinéma français. On devrait leur décerner des Césars d'honneur pour s'excuser. C'est pour les livres que je m'étais caché, je n'ai pas fait exprès. Vous êtes un vieux cochon. C'est pas vrai, je suis pas vieux. J'ai 39 ans. C'est ça, les bons ménages. Et puis de la famille, je n'ai pas. Personne à nourrir. Le grand-père est mort, la grand-mère est morte. Ma mère s'est épanouie quand j'étais petit. Mon père s'est épanouie avant la guerre. Personne. Et le papy, c'est mon oncle. Il est riche, le
papy. Et il va tout me laisser parce qu'il m'aime. Et il va crever bientôt, le papy. Nous aurons sa maison au village. Il y a 1 million de lits que j'ai fait pour toi. Oui, c'est pour toi, nom de Dieu, parce que je t'aime. J'ai découvert la même année Robert Bresson et Jacques Tati. Le journal d'un curé de campagne projeté au collège à Saint-Martin où j'avais été collé et les vacances de M. Hulot lors de sa très longue exclusivité. J'aimais juxtaposer les sombres déambulations du curé d'Ambricourt qui se sentait toujours en dessous de sa tâche, de sa vocation, et les pérégrinations cocasses et stériles de Hulot et des vacanciers. J'ai toujours été intimidé devant Robert Bresson, comme écrasé par la science et le nombre de ses exégètes. Je l'admirais de loin, et ce, malgré les émotions extraordinaires dont il avait été la cause. Je ne suis pas prêt d'oublier les fins sublimes, parmi les plus belles du cinéma français, celle du condamné à mort. Si ma mère me voyait. Et de Pickpocket. Oh Jeanne, pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. Ah, cette dernière phrase. Plus le ton de Bresson semble froid, plus la tendresse éclate. Elle éclate tout au long du condamné à mort s'est échappé, ce chef-d'œuvre. Un condamné à mort, œuvre limpide et mystérieuse, m'avait touché par son obstination. J'en fis une sorte de ciseau. Cette manière d'aller jusqu'au bout du propos, d'équilibrer l'expérimental et le cinéma traditionnel. Non, les planches n'étaient pas assemblées par un système de tenons et de mortaises taillés dans le chêne même, mais par une réglette de bois tendre que mon outil pourrait attaquer facilement. Je calculais qu'il me faudrait 4 ou 5 jours pour venir à bout d'une réglette en coupant ou faisant éclater le bois. Comme l'écrive Martin, le grand public se précipita sur l'histoire. Celle-ci n'existant pas, ou à peine, il l'inventa. Ce que voulait Bresson, qui réalisait son rêve le plus constant, substituer le créateur au public, lui donner des dons qui ont peu de chances de s'épanouir en temps normal. Crochet. Josse tremblait, moi aussi peut-être. Tati que je rencontrais grâce à Jean Orange m'était plus proche. Il avait défendu mordicus mon montage de Que la fête commence contre la productrice qui voulait le couper. Orange m'avait raconté que Tati adorait faire des blagues. Il s'était fait engager, par exemple, comme extra chez un de ses amis pour servir à table et en passant le plat de poisson chaque fois qu'il se trouvait devant un des invités et que celui-ci voulait se servir, Tati faisait... Et donc, du coup, les gens ne se servaient pas. Et la maîtresse de maison ne comprenait pas pourquoi son poisson restait intact. Voilà, c'était une de ces blagues. On a l'impression qu'on est dans une scène de playtime. Le monde et la technologie moderne,
les comédiens professionnels et les scénaristes. Et qui accordaient la même importance aux gestes, au mouvement du corps et à la bande-son. Oh là là. Oh là. Ouais. Ah. Oh, Même mélange de réalisme et de fable, la précision des détails faisant ressortir le décalage et l'étrangeté. On revoit Balthazar, on est frappé du nombre de péripéties que contient le scénario. On est pratiquement devant un film de Tarantino. Il y a des trafics. C'est toi, Arnold, l'assassin. Un crime. Moi, ça m'étonnerait. Des viols. Une captation d'héritage. On maltraite des animaux. On tabasse la jeune héroïne. Le contraste entre le nombre des péripéties et la manière dont Bresson les filme donne un ton qui est extraordinaire et souvent complètement bouleversant. J'ai toujours voulu m'enfuir. T'enfuir. M'enfuir. Un ami qui partage mes plaisirs et mes peines. Je partagerai tes peines, tes plaisirs. J'espère que pour moi, ce sera plus de plaisir que de peine. À cette accumulation de péripéties, Tati répond par une accumulation de personnages dans Playtime. Détail amusant, lors de l'inauguration catastrophique du restaurant, on peut reconnaître parmi les danseurs un certain Patrick Balkany. Cette vedette de la politique et des pages judiciaires avait entamé une carrière d'acteur. Tête, cœur, foie, rein, main, pied de son film, il voudrait en être tout et tous. Il voudrait jouer tous les rôles, éclairer, cadrer, faire les costumes, inventer la mode même, fabriquer même les accessoires. Je le soupçonne même de vouloir être la caméra et les spots. Sur le plateau, c'est le véritable tyran. Le film a eu un long succès. Il est même devenu un classique du cinéma. Je suis donc libre de dire que je n'ai jamais haï quelqu'un comme j'ai haï Robert Bresson sur le plateau. Car à la ville, je l'aime beaucoup. Ah oui, je le haïssais. Mais je le comprenais en même temps, et même il m'intéressait. Je trouvais qu'il poussait jusqu'à l'absurde son rôle de metteur en scène de cinéma. D'autres le font, paraît-il, en battant leurs interprètes pour les faire pleurer et photographier ensuite les larmes. Lui, il nous tuait doucement, gentiment, pour en garder la carapace. Est-ce que vous vous sentez seul? Je me sens très seul, mais je n'ai pour aucun plaisir à me sentir seul. Il est oublié, même s'il a travaillé avec des cinéastes très importants, il est généralement pas cité dans les articles, dans les essais, voire dans les livres consacrés à ces cinéastes. Dutilleux déclare que c'était un organiste extraordinaire. Il fait partie de ces compositeurs français qui ont commencé par être des interprètes et qui va souvent écrire pour l'instrument qu'il jouait.
La plus belle improvisation permet la génération spontanée de tout un cosmos musical où l'on peut, à son gré, comme on dit, au plus grand déferlement, comme aux plus grandes confidences. L'organiste, l'improvisateur doit rester, en somme, un musicien essentiellement spontané. L'improvisation, aussitôt née, est oubliée, en somme. On n'en garde que le souvenir d'une chose fugace, et je crois que c'est ce qui en fait le plus grand charme, du reste. Il va écrire des musiques qui sont le contraire des musiques qu'on attendrait sur les films. Par exemple, Antoine et Antoinette, univers populaire, est un film qui a l'air de réclamer l'accordéon, la goualante. Or, ce que va écrire Grunenwald, et là je pense qu'il répond à une commande de Becker, ce qu'il va écrire, c'est une musique au contraire française, un peu à la Poulenc, c'est une musique contrapontique, c'est une musique assez savante, comme si Becker, et avec l'accord de Grunenwald, pensait que c'est pas parce qu'on filme des ouvriers qu'on va coller de l'accordéon. Voilà un exemple même d'une collaboration extrêmement intime et extraordinairement créatrice entre un compositeur et un metteur en scène. L'un des grands titres de gloire de Grunenwald, c'est bien sûr La vérité sur Bébé d'Ange. Il va écrire pour le générique un ostinato où il conjugue orgue et piano. Il y a peu d'autres instruments autour. Ce thème magnifique va être repris dans toute la séquence finale, obstinément soutenu par les mêmes figures rythmiques. Bébé, Elisabeth, ouvre, je t'en prie, c'est moi. Grunenwald anticipe là sur la musique de Philip Glass.